Bonjour, merci d'être là. C'est Marc-André Etier. Nous avons un webinaire aujourd'hui avec Bruce Maxwell. J'en reparler dans quelques instants. Je vais laisser les gens continuer d'entrer dans la salle. Mais c'est la formule habituelle que je vous redirai tout à l'heure pour ceux qui sont habitués. Et puis pour ceux qui ne sont pas, ben, vous entendrez de toute façon les consignes. Sans plus tarder, je me permets de commencer tranquillement. Bonjour à toutes et à tous. Je vois que les gens donc commencent à arriver, commencent à entrer dans la salle. C'est aujourd'hui un webinaire avec Bruce Maxwell que nous allons avoir. Un webinaire qui, comme d'habitude, durera un peu plus d'une heure. Autour de 13 heures, nous terminerons. Ça peut être quelques instants de plus, bien entendu. Il y aura une première partie où notre invité, professeur à la Faculté des sciences d'éducation au département d'AFE, je ne me souviens plus du sigle, mais en tout cas, fondement d'éducation. Bruce Maxwell parlera de l'éthique et en particulier d'un code d'éthique qui a été édicté. Ce que ça peut vouloir dire pour la formation de la profession enseignante, recul ou avancé. Bien sûr, l'expliquer en détail et je laisserai le faire lui-même. Une fois qu'il y aura eu cette présentation de 30 à 40, 30 à 40, on va dire, 30 à 40 minutes, nous aurons donc la partie d'échange avec l'auditoire. Les personnes qui auront des questions devront les mettre, et je le répéterai tantôt, mais dans la section questions et réponses, QR, non pas dans le chat. Je les prendrai, puis je les redirai à Bruce pour qu'il puisse les entendre et qu'il n'ait pas besoin de s'occuper aussi de cette partie-là, qu'il puisse se concentrer sur ce que vous aurez comme question. Peut-être que j'en fusionnerai quelques-unes aussi. Alors ça, ce sera la deuxième partie qui fera le restant de notre période de discussion. Alors, je ne vais pas prolonger davantage votre attente. Vous allez bientôt pouvoir entendre Bruce Maxwell, prof à l'UDM, nous parler de cette question. Bruce, c'est à vous. Bon, merci beaucoup, Marc-André. Donnez-moi, merci à tout le monde d'être venu en aussi grand nombre. Donnez-moi 2 secondes pour configurer mon diaporama. Excellent. OK, donc cet atelier, comme vous le savez, porte sur le nouveau code d'éthique québécois d'éthique enseignante qui a été introduit par le ministère de l'Éducation en avril 2025, sans éclat et à la grande surprise de plusieurs acteurs du système éducatif. L'atelier que je vais présenter aujourd'hui se déroule en 5 temps. Donc, je vais commencer par présenter le nouveau code d'éthique en contexte international. Ensuite, je vais dire quelques mots sur le rôle que les codes d'éthique jouent dans toutes les professions pour renforcer la confiance du public envers les professions. Ensuite, je vais dire quelques mots sur le contexte de l'élaboration du code qui nous concerne. Ensuite, dans un 4e temps, je vais dire un mot sur la portée, la structure et surtout le contenu du nouveau code pour terminer avec quelques réflexions et commentaires critiques sur le code. Donc, dans la foulée des mouvements actuels de la professionnalisation de l'enseignement, des codes d'éthique deviennent de plus en plus communs. Les codes d'éthique officiels ont été élaborés et reconnus par les associations ou les ordres professionnels des enseignants un peu partout dans le monde. Maintenant, il y en a dans une centaine de pays, 109 ou 110, dépendant comment on la compte, pour être exact. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller au site web de l'UNESCO et consulter cette carte interactive qui vous donne accès direct aux documents donc, qui présentent les codes d'éthique relatifs à tous les pays qui sont surlignés en vert dans la carte. Au Canada, donc jusqu'en avril de cette année, les codes d'éthique pour les enseignants sont présents dans toutes les provinces et tous les territoires, sauf au Québec. Avant le nouveau code, l'article 22 de la loi sur l'instruction publique faisait en quelque sorte office du Code québécois d'éthique enseignante. Dans cet article de loi que certains ici présents connaissent probablement, on annonce une liste de 7 devoirs de l'enseignant. La liste en question que vous voyez sur l'écran comprend certains éléments qui sont très typiques d'un code d'éthique enseignant.
Par exemple, agir de manière juste et impartiale dans ses relations avec ses élèves. Certains d'autres éléments sont pas mal moins typiques d'un code d'éthique. Par exemple, on voit dans la liste une obligation de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la qualité de la langue écrite et parlée et de respecter le projet éducatif de l'école. Du point de vue de la sociologie des professions, un code d'éthique, que ce soit en enseignement, en médecine, en génie, dans toute autre profession, existe principalement pour renforcer le lien de confiance entre une profession et la population desservie par la profession. Un code d'éthique renforce la confiance du public en présentant explicitement les normes de conduite que le public est en droit d'attendre des membres d'une profession. Or, pour s'assurer qu'il s'agit plus d'un vœu pieux, les professions sont généralement obligées par le législateur, là, ça c'est dans un cas où une profession est reconnue par la loi, de mettre en place deux dispositifs principaux pour faire respecter le contenu du code par les membres d'une profession. Il y a d'abord un dispositif éducatif qui sert à s'assurer que les membres de la profession apprennent les normes. Ils apprennent aussi comment les mettre en application dans la pratique professionnelle. Normalement, cet apprentissage ou cette formation se fait pendant la formation professionnelle initiale et aussi continue. En plus de ce dispositif éducatif, on est souvent obligé de mettre en place, ou on est typiquement obligé de mettre en place un dispositif disciplinaire servant à évaluer et sanctionner, si cela est jugé nécessaire, les membres qui ont été accusés d'avoir commis une faute professionnelle selon le code. Donc, vous voyez comment ces trois instruments, le code, la formation au code dans le cadre du développement professionnel et les mesures disciplinaires visant à faire respecter les codes, fonctionnent dans un ensemble structuré pour garantir au public que les professionnels respecteront les normes éthiques annoncées dans le code. Je vais maintenant dire quelques mots sur le contexte de l'élaboration de nouveaux codes québécois. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, en avril 2025, pratiquement sans avis et sans éclat, un code d'éthique enseignante a été publié dans la section éducation du site du gouvernement du Québec. La promulgation du code a pris plus d'un par surprise, incluant tous les spécialistes en éthique enseignante au Québec que je connais. Donc, contrairement aux pratiques habituelles au sein du ministère de l'Éducation, à ma connaissance, aucune consultation extérieure n'a eu lieu en amont de la publication du code. Donc, en ce sens, le processus de l'élaboration du code demeure une boîte noire. Néanmoins, il est clair que dans les 5 dernières années, environ, une convergence de 3 facteurs semble avoir créé un contexte dans lequel la mise en place d'un code d'éthique enseignante est devenue plutôt urgente. D'abord, comme probablement presque tout le monde ici le sait, il y a un facteur lié à la formation des enseignants, soit l'ajout en 2020 d'une compétence transversale sur l'éthique à la nouvelle version du référentiel des compétences professionnelles pour la profession enseignante. À cela s'ajoute un facteur sociétal, soit un flot apparemment illimité de scandales à propos de la conduite éthique des enseignants et enseignantes reportés dans les médias. Qui, par exemple, peut oublier Madame Chantal, les hurlements abusifs de laquelle était saisie sur un enregistrement vidéo dans sa salle de classe d'une école primaire. Ou le prof d'SCR, qui a demandé à ses élèves du secondaire, majoritairement issus des familles musulmanes, de devenir pourquoi il avait caché le symbole de l'islam dans une affiche de religion du monde accrochée sur le mur de sa salle de classe. Ou bien l'affaire des béliers solidaires. Et enfin, le plus grand scandale de tout, l'affaire de l'école Bedford.
Un dernier facteur explicatif de la création d'un code d'éthique enseignante est politique, en ce sens que la promulgation d'un code d'éthique présente la continuité d'une politique ministérielle de longue date. Cette politique consiste à mettre en place, par la voie législative, les différents appareils réglementaires de l'ordre professionnel des enseignants sans aller aussi loin que reconnaître l'enseignement comme une profession en bonne et due forme. Là, je recommande fortement un article par Claude Lassard, publié en 2020, qui présente une analyse très précise et convaincante de ce processus. Donc, il y avait d'abord la mise en place du CAPFE, donc le Comité d'agrément des programmes de formation et enseignement dans les années 20, par les années 1980 à 10, pardon. Ensuite, il y avait le référentiel des compétences des professionnels en 2001. Ensuite, bon, comme déjà mentionné, qui a été révisé dernièrement en 2020. À cela s'ajoute l'obligation de formation continue. Bon, plusieurs ici ont sûrement entendu parler de cette nouvelle section introduite dans la loi sur l'instruction publique, obligeant aux enseignants de suivre un nombre précis de formations continues par an. Ensuite, encore plus récemment, il y avait la mise en place d'un système de traitement de plainte contre un enseignant par le protecteur de l'élève en 2023. Et là, en terminant, ou dernièrement, plus récemment, on a introduit un code d'éthique enseignant en 2000, cette année, en fait. Et donc, encore une fois, dans tous ces éléments, dans tous ces éléments réglementaires sont typiques d'une profession, donc établis, reconnus par la loi, mais au Québec, la voie empruntée par le législateur semble être d'introduire ces éléments de cadre réglementaire sans aller jusqu'au droit que reconnaîtra l'enseignement comme une profession en bonne et due forme. Et là, en terminant, il y a un facteur législatif qu'on ne peut pas passer sous silence. Donc, au-delà de ces facteurs contextuels, dans la section du code, dans le nouveau code intitulé Contexte, on nous informe que la création du code découle directement du projet de loi 47. Le titre du projet de loi en question, c'est la loi visant à renforcer la protection des élèves concernant notamment les actes de violence de caractère sexuel. Ce projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale en mars 2025. Et donc, le projet de loi en question inclut notamment l'ajout à la loi sur l'instruction publique et à la loi sur l'enseignement privé d'une section stipulant que chaque établissement scolaire doit se doter d'un code d'éthique selon une forme prescrite par le ministère. Le code d'éthique nous concerne, bien entendu, c'est justement ce code obligatoire imposé par le ministère dans ce contexte législatif. Considérons maintenant le nouveau code d'éthique en tant que tel, notamment sa portée, sa structure et son contenu. D'abord, concernant sa portée, tous les établissements scolaires, publics et privés, doivent adopter le code, comme mentionné, dans le sens de le rendre disponible au personnel et veiller à ce que le code soit respecté par le personnel. Il y a noté que le code est applicable non seulement au personnel enseignant, mais à tout le personnel des établissements ayant contact avec les élèves mineurs ou handicapés. Cela signifie que le code est applicable, par exemple, aux éducatrices en garderie, aux adjointes administratives, aux professionnels qui travaillent au sein de l'établissement scolaire et en principe même aux concierges, par exemple, dans la mesure où ces personnes ont en contact avec des élèves. En termes de sa structure, le code qui nous concerne est ce qu'on appelle un code de déontologie ou un code de type régulateur.
Ce qui caractérise ce genre de code d'éthique est le fait de comprendre une liste d'obligations qui, ensemble, sont censées constituer une déclaration plus ou moins complète des attentes envers un groupe de professionnels en termes de leur conduite éthique. Tous les codes d'éthique de type déontologique sont structurés à peu près de la même manière. Donc, il y a un préambule qui annonce les valeurs de la profession, sa mission sociale, les qualités professionnelles ou vertus essentielles pour un agir éthique. Après ce préambule, le document est divisé en sections selon le bénéficiaire, typiquement. Donc, dans le cas de l'enseignement, les bénéficiaires principaux sont les élèves, les parents, les autorités scolaires, les collègues, la profession. Dans cette structure, pour illustrer, le code de conduite professionnelle de la Alberta Teachers Association exemplifie un code d'éthique déontologique typique. Donc, on voit au début un préambule, et ensuite, je sais que c'est petit, mais la chose la plus importante, c'est de remarquer là, observer comment il y a des listes d'obligations et une sous-division ou une division selon les bénéficiaires, les élèves, les collègues, les autorités scolaires, la profession. La première chose qu'on remarque en lisant le Code québécois d'éthique enseignante est qu'il s'écarte de cette convention. Au lieu d'être structuré par bénéficiaire, il trouve des regroupements thématiques des obligations professionnelles. Donc, il y a les obligations en lien avec le respect, civilité et bienveillance, ça c'est la section 1. Obligations en lien avec la justice, l'équité et la neutralité, ça c'est la section 2. L'obligation en lien avec la posture professionnelle attendue, ça c'est la section discutée dans la section 3, etc. Malgré ces caractéristiques structurelles pas mal atypiques, le contenu du nouveau code ressemble pas mal à celui de tout autre code de déontologie enseignante. Si on fait une comparaison entre le contenu du code québécois avec la liste des 23 obligations professionnelles en enseignement les plus récurrentes dans les codes d'éthique enseignante au Canada, la grande majorité de ces obligations est présentée dans le nouveau code. Donc, juste pour vous donner le contexte, il y a, ça fait environ une dizaine d'années où, avec Marina Schwimmer, qui est maintenant professeure à l'UQAM, on a fait une recension, une analyse du contenu des codes d'éthique pour les enseignants au Canada. Les résultats de cette analyse sont racontés dans toute l'histoire de cette recherche. Le but était d'identifier les obligations professionnelles les plus récurrentes dans cet ensemble de documents. Et là, donc, selon notre analyse, en suivant la forme typique que j'ai déjà mentionnée d'un code d'éthique, on a utilisé des sections donc, selon les bénéficiaires. Et bref, encore une fois, si on fait une comparaison avec le code, avec le contenu du code d'éthique enseignante québécois, et le résultat de cette analyse, on voit que les obligations professionnelles les plus typiques, entre guillemets, sont présentes dans le Code québécois. Par exemple, traiter des élèves avec équité et respect, éviter la discrimination, c'est présenté dans les articles 1.1, 2.1, 2.2 du Code. Un autre exemple, s'abstenir en obligation envers la profession, s'abstenir de toute action susceptible de déshonorer la profession, on le mentionne dans la section 3.2, etc. Voilà. Donc, juste en terminant cette petite présentation sur le contenu du code, d'autres aspects du code qui sont dignes d'être mentionnés, à mon avis, sont qu'il y a dans le Code québécois une obligation d'impartialité lorsqu'on aborde des thèmes sensibles avec ses élèves. Il y a aussi une obligation qui est applicable uniquement au personnel du réseau public de respecter les, entre guillemets, principes de la laïcité de l'État. Et finalement, l'obligation de signalement annoncée à la fin du document.
J'y reviendrai dans un instant, mais grosso modo, le code stipule que le personnel scolaire doit rapporter aux autorités compétentes toute infraction du code dans le cas où une infraction, entre guillemets encore, peut raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves. Bon, quelques réflexions et commentaires critiques maintenant et pour terminer. Avant de présenter mes principales réserves relatives au code, je tiens à souligner ce que je considère comme étant un aspect positif. Le code fournit au personnel scolaire une nécessaire clarté sur un nombre important d'enjeux éthiques en enseignement, incluant la distance professionnelle, le respect de la vie privée des élèves, l'utilisation de la force par le personnel scolaire, le devoir de loyauté envers l'employeur, la gestion, en fait, un devoir d'éviter de s'abstenir de faire la promotion de ses propres croyances politiques et religieuses, mentionné dans la section 2.4, et finalement sur la consommation d'alcool. Bah, en fait, dans les codes, à mon avis, c'est un peu comique, là, dans le sens où le code précise dans la section 3.8 le nombre exact de boissons alcoolisées qu'un enseignant a le droit de prendre lors d'une réception tenue dans un lieu de travail. Et au cas où vous vous posiez la question, une seule consommation est permise. Bon, mais la chose la plus importante à l'égard de tous ces enjeux, les lignes directrices proposées par le code, donc les lignes directrices proposées par le code à l'égard de ces enjeux mentionnés, donc distance professionnelle, respect de la vie privée, utilisation de force, etc., sont, à mon avis, pertinentes et fort peu controversées du point de vue de l'éthique enseignante et du droit scolaire. Deux aspects contestables que je souhaite souligner. D'abord, le code, en fait, premier point sur la tendance du code d'employer un langage que je considère comme étant plutôt flou. Le code a une tendance à recourir souvent à un langage assez vague qui laisse des marges très larges d'interprétation quant à l'application ou l'applicabilité des sections de code au cas particulier de conduite. Voici quelques exemples. Dans la section 3, le code affirme, c'est une section qui c'est important, c'est intitulé posture professionnelle. Donc, dans cette section, elle définit la posture professionnelle. Et là, on peut lire ici, la posture professionnelle doit conserver une posture professionnelle et faire preuve de retenue et de jugement. Bon, si vous avez suivi un cours de philo au cégep, là, vous savez qu'est-ce que c'est une définition circulaire, c'est-à-dire une définition qui emploie le même à être défini dans la définition. Donc, dans la définition du mot professionnel, on le définit par le mot professionnel. C'est pas très utile. Et aussi le mot jugement, il me semble que ça ajoute, c'est une qualification plutôt banale, dans le sens où c'est assez évident que la posture professionnelle implique la mise en œuvre du jugement d'une manière ou d'une autre. De la même manière, dans la section 3, la section 3.2 stipule que on doit s'abstenir d'occuper des fonctions ou exercer des activités qui sont incompatibles avec celles dont il ou elle a la charge pour le compte de l'organisme scolaire. Sans préciser par quels critères on vient à la conclusion qu'une activité est incompatible avec un rôle professionnel particulier. On s'entend pour les directions scolaires qui sont responsables de veiller à ce que le code soit respecté. De telles formulations vagues comportent un certain avantage, dans le sens où cela leur laisse beaucoup de discrétion dans son interprétation. L'inconvénient évident et d'un tel langage, c'est que ça laisse le personnel scolaire très vulnérable au jugement arbitraire de l'employeur. Notamment le recours aux mots inappropriés dans certaines sections du code
ne semble absolument rien ajouter, sauf une licence de sanctionner des conduites considérées comme étant inacceptables sans qualification. Pour illustrer, la section 4.2 du Code proscrit formellement l'utilisation d'un langage dégradant, raciste ou sexiste, d'accord, et en ajoute ou inapproprié. Hein? Mais qu'est-ce que c'est exactement un langage inapproprié et qui a l'autorité de la définir? C'est une question qui est, à mon avis, très, très importante et qui laisse sans réponse dans le Code. Deuxième aspect contestable que je voudrais souligner, c'est l'ambiguïté relative à l'obligation de signaler. Donc, je l'ai mentionné en passant, j'y reviens maintenant. Il y a le code fait une association que je considère comme étant très malheureuse entre un souci de protéger des élèves contre les actes de violence de caractère sexuel et la nécessité de mettre en place un code d'éthique enseignante. D'abord, encore une fois, à mon avis, il est totalement et évidemment erroné d'insinuer que le rôle d'un code d'éthique professionnelle est de protéger les élèves contre les violences de caractère sexuel. Pour cela, nous avons le code criminel, c'est un crime, ça n'a rien à voir avec l'éthique enseignante. Pire encore, le code criminel contient une obligation de signaler, que j'ai déjà mentionné, stipulant que le personnel scolaire doit signaler immédiatement aux autorités compétentes tout manquement au code, qu'on juge de constituer une menace raisonnable à la sécurité physique ou psychologique des élèves. Donc, la question que cela soulève, c'est de savoir s'il s'agit d'une simple réaffirmation de la très sérieuse obligation de signaler, qui figure déjà dans la loi sur la loi sur la protection de la jeunesse, ou est-ce que c'est une obligation professionnelle supplémentaire qui aurait une portée plus large que l'obligation de signaler légale? Bon, peu importe la réponse qu'on donne à cette question, l'effet quasi inévitable de l'ambiguïté ou de l'amalgame entre ces deux obligations autour de cette question cruciale, ce qui d'ailleurs exacerbé par le recours au langage flou dans le code, et d'instaurer un climat de travail d'incertitude où le personnel scolaire vit en permanence dans la peur de se faire dénoncer par ses collègues. Bon, question à considérer en terminant de savoir si le nouveau code constitue un pas en avant ou en arrière pour la profession enseignante au Québec. Ma réponse, à mon avis, la réponse à cette question est oui et non. Donc, la mise en place d'un code d'éthique est un pas en avant pour la profession enseignante québécoise, dans le sens où le cadre réglementaire de l'enseignement d'ici inclut enfin un code d'éthique en bonne et due forme qui clarifie qui est attendu des enseignants en termes de conduite professionnelle. En ce sens, ce code pourrait et devrait être utilisé comme document de référence de base dans la formation initiale et continue des enseignants en matière d'éthique professionnelle. Cependant, le fait que le code ait été rédigé et imposé par le ministère constitue un pas en arrière pour la profession enseignante, à mon avis. Comme mentionné, un code d'éthique est censé être l'expression collective d'une profession, de leur engagement envers le public en termes de leur conduite professionnelle. Le texte que nous avons sous les yeux est plutôt l'expression du ministère, ce qui est pour toute fin pratique l'employeur des enseignants, sur la conduite attendue de leurs employés. Il va sans dire que c'est dynamique et un porte-à-faux avec l'idéal de l'autonomie professionnelle qui est au cœur de la logique de la professionnalisation d'un groupe de travailleurs. Merci de votre attention. Merci, Bruce. Avant que les questions n'arrivent, je vais rappeler, il y en a qui arrivent déjà, mais je vais quand même rappeler comment on fonctionne. Donc, je reçois des questions en QR, je les regarde, parfois je les fusionne quand elles reviennent eux-mêmes et je te les pose que tu puisses répondre. Mais j'en ai moi-même avant, alors je vais laisser les gens continuer de poser les leurs peut-être pendant ce temps-là. Mais dans le fond, ce que je comprends, c'est
que non seulement ce code éthique-là n'est pas l'émanation d'une agression collective des profs, et donc de ce point de vue-là, est le contraire d'une voie vers la professionnalisation, d'une reconnaissance en tout cas, du caractère professionnel du monde, du corps enseignant, de son statut, mais il y a aussi des dangers, je dirais, quasiment syndicaux. L'ambiguïté dont tu parlais tantôt, le flou qui donne un pouvoir d'interprétation euh, discrétionnaire, donc arbitraire patronal, c'est plutôt négatif pour les enseignants, il me semble. De même que l'idée de confondre la loi, en fait, le code criminel et puis un code d'éthique. Si on fait porter un code d'éthique, quelque chose qui est déjà fait. Des questions parfois aussi qui sont liées aux mœurs ou qui ne sont pas si claires. Tu parlais de l'alcool, une seule consommation. D'accord, mais pourquoi ne pas parler aussi un coup partie du cannabis qui est aussi légal? Enfin, ça pourrait être infini, ce serait très long, c'est plus un code, c'est rendu autre chose quand c'est ça. Il me semble que c'est trop particulier. Dans quel esprit, à ton avis, est-ce que ce code-là a été fait? Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que ça fait partie d'une tendance depuis quelques années? Et tu l'as un peu mentionné indirectement, mais de la part du gouvernement en place, de d'être autoritaire envers les enseignants, de décider pour eux, de se substituer à eux et puis d'essayer de les placer dans une mauvaise position de pouvoir, disons, là, pour aller vite. J'ai dit beaucoup, je m'excuse auprès de tous ceux qui auraient pu poser des questions du même genre, mais je vais te laisser répondre si tu veux tranquillement. OK, mais il y avait plusieurs éléments dans ton intervention. Mais je commencerai. Mais bon, ben, concernant cette politique de mettre en place, ou, bon, je ne sais pas si c'est une politique officielle, mais cette approche ou tendance à mettre en place tous les dispositifs normaux d'un ordre professionnel sans aller de l'avant avec le projet de créer et reconnaître un ordre professionnel des enseignants. Là, c'est aucunement unique au gouvernement actuel. Hein. Comme on a vu, là, ça remonte jusqu'aux années 80. Donc, c'est une tendance qu'on voit chez le gouvernement libéraux, de la CAQ, etc. Mais bon, on voit aussi, il y a certainement une accélération depuis quelques années. Qui est dû à l'orientation du gouvernement actuel. Mais en même temps, on voit la même tendance ailleurs, hein, surtout dans les provinces canadiennes où il y a des gouvernements conservateurs. En Alberta, même chose, il y avait en fait deux codes d'éthique. Celui que j'ai montré était le code d'éthique officiel, il demeure le code d'éthique officiel de la Alberta Teachers Association, mais qui était effectivement, bon, c'était, je dirais pas que c'était remplacé, mais il y a 2 ans, le ministère de l'Éducation albertain a fait la même chose exactement que le gouvernement québécois a fait, soit a mis en place un code d'éthique émanant du gouvernement. Or, au Québec, là, bon, comme je l'ai déjà mentionné, et là, je ne veux pas en faire un autre discours, là, mais pour être le plus bref possible, je l'ai déjà mentionné que le Québec était jusqu'en avril 2025 la seule province canadienne où il n'y avait pas de code d'éthique enseignante en place. Là, on peut se poser la question de pourquoi, mais il me semble que l'explication la plus plausible, c'est que les enseignants québécois sont divisés entre plusieurs associations. Donc, il y a la fédération, il y a les fédérations, les associations, et donc il y a au moins 3 ou 4 grands représentants des enseignants qui jouent aussi le rôle de syndicat parfois, et qui fait en sorte qu'il y a un manque d'unité chez les enseignants québécois qu'on voit ailleurs. Donc, c'est une condition qui fait en sorte que c'est très difficile de s'unir, même de s'unir dans le but de porter ou mettre à l'avant un projet pour créer un ordre professionnel des enseignants, mais même pour mettre en place, rédiger, mettre en place, s'entendre sur un code d'éthique. Donc, dans cette brèche, en quelque sorte, entre le gouvernement. Et c'est regrettable, à mon avis, du point de vue de l'autonomie professionnelle collective des enseignants québécois. Merci, Boris. Il y a déjà des questions qui sont rentrées, puis je vais m'en servir pour t'en poser une autre, mais je dirais aussi une autre chose avant.
est-ce qu'on voit, je posais une autre question, et elle va s'intégrer avec celle que je te dirai tantôt, mais est-ce qu'on a vu un mouvement en faveur de ce code d'éthique-là au Québec? Parce qu'il me semble que pour la création du CAPFA, à l'époque, il y avait une demande, pas de tout le monde, mais il y avait une demande. Il y avait un débat sur la professionnalisation, sur le fait qu'il y ait ou non une corporation professionnelle ou un autre professionnel. Il y a eu toutes sortes de choses qui sont passées. Et il y avait des gens qui étaient en faveur de l'organisme comme le Comité d'agrément des programmes de formation à l'enseignement qui se voulait paritaire, etc., et qui se voulait indépendant du gouvernement ou de l'État même, en étant un bras de l'État. Donc, il y avait une forme de demande. Et là, je n'ai pas vu de demande pour Une le code demande venant d'éthique. de la profession enseignante ou Oui, venant... de Oui. membres de la profession enseignante, oui. Et là, je ne dis pas que c'était unanime, loin de là. C'était débattu même chez les enseignants, mais il y avait une forme de demande. Mais là, pour le code d'éthique, est-ce que ça a servi de prétexte? Est-ce qu'il y a eu une telle demande? Moi, je n'en ai pas vu, mais je ne suis pas la chose Moi, aussi moi, près non, que toi. moi non plus, mais je pense qu'il y avait quand même, bon, je fais pas mal de formations continues, donc avec les enseignants sur les questions éthiques depuis quelques années maintenant. Et juste en parlant plutôt informellement avec des participants, bon, il y a une sorte de conscience, je dirais, selon laquelle un code d'éthique serait une très bonne idée. Donc, comme les membres du public, et les enseignants sont aussi conscients que des balises plus claires seraient souhaitables. Mais moi j'ai l'impression, ok, j'ai l'impression que la création d'un code était une réponse à de la pression publique plus que Plus qu'un une même réponse à une comme. demande perçue hein, de la part du ministère venant des enseignants. Ouais. Et donc, j'étais les autres questions. En rafale, tu vois qu'il y en a plusieurs qui portent sur la même idée. Je vais te dire celles qui ont un rapport ensemble, là, mais est-ce que le code d'éthique respecte la liberté académique? Est-ce que les articles sur la loyauté sont sur des aspects positifs ou non? Est-ce que les syndicats ont pris position par rapport à ces questions, etc. Je viendrai avec OK. d'autres tantôt, mais il y en a des plus longues là, que je pourrais aussi te résumer, mais ça va ensemble. OK. Mais bon, il y a en termes ce qui pourrait être vu comme étant surprenant ou étrange, hein, que le code contient très, très peu sur la prestation d'enseignement. Là, j'ai deux commentaires là-dessus. Premièrement, c'est assez typique. Okay? Donc, pour un code d'éthique, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Europe, de, 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 de donner des précisions concernant ce qui est attendu, concernant la pédagogie. Euh, 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 Là, bon, probablement au-delà des généralités, okay, comme offrir un enseignement de qualité, par exemple. Dans le code qui nous concerne, je pense qu'il y a, j'ai oublié la section exacte, mais bon, il y a une obligation c'était quoi la formulation exacte, mais c'était effectivement de respecter les attentes selon son rôle dans le bon. Mais qu'est-ce que je veux dire donc? Mais c'est ça. Mais l'une des raisons pourquoi on passe sous silence un peu cet aspect dans le pédagogique, c'est parce que, bah, comme je l'ai mentionné dans la présentation, la portée du code est extrêmement large. Donc, c'est applicable non seulement aux enseignants, mais aussi d'autres membres du personnel scolaire. Donc, là, je vois, de ce point de vue, je ne vois pas d'empiètement explicite ou clair sur la liberté académique ou liberté pédagogique en tant que telle. Il y avait quand même la section qui mentionne un devoir de réserve quant à la promotion de ses propres idées politiques ou religieuses, autrement dire de faire preuve d'impartialité. Là, ça peut être vu comme étant une limite à la liberté pédagogique dans un certain sens, mais de mon point de vue, c'est peu problématique. Là, j'ai fait des études sur la jurisprudence, sur l'impartialité enseignante au Canada, aux États-Unis notamment.
Et les tribunaux, pour ce que ça vaut, s'entendent sur le fait que les enseignants ont une obligation professionnelle de faire preuve de réserve quant à la promotion de leurs propres croyances politiques et religieuses. Mais, Tu veux mais justement, intervenir? dans ce contexte-là, plus précisément, le devoir de réserve et des questions fusent là-dessus, là. Peut-il être vu, être mis en lien avec tout ce qui est dit par rapport à la loyauté, donc à l'absence de critique envers l'employeur, parce Oui, ça, que c'est ça le fait devoir partie de de la loyauté. liberté. Ça, c'est le devoir de Ouais. loyauté. Mais c'est ça. Donc, il y a une longue section, là. Clairement, c'était une grande préoccupation de ceux qui ont rédigé ce, ce, ce code. Mais en même temps, là, enfin, les enseignants du réseau public, comme tous les fonctionnaires, ont un devoir veut pas, ils ont un devoir de loyauté envers leur employeur. La question, c'est de savoir, notamment, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Okay? Là, beaucoup dans le milieu scolaire semblent croire, de façon erronée, à mon avis, okay, que ça signifie que les employés, les enseignants n'ont pas le droit de critiquer jamais leur employeur. C'est pas ça le devoir de loyauté. Le devoir de loyauté, c'est une obligation de ne pas critiquer publiquement son employeur et donc de garder les, les discussions, les débats, même les conflits ou des désaccords sur le fonctionnement des institutions publiques à l'intérieur de ces murs. Et le bien fondé de ce devoir de loyauté, c'est, encore une fois, de veiller sur la confiance du public envers ces institutions publiques. Si un employeur, que ce soit un enseignant ou un autre fonctionnaire, se permet à gauche et à droite de critiquer publiquement le fonctionnement du bureau, du département, de l'établissement pour lequel il travaille, donc c'est inévitablement, ça donne l'impression que c'est très chaotique. Et ces réserves, donc le fait que ça entraînerait un manque de confiance de la part du public, c'est assez prévisible. Voilà. Ouais. Je vais rappeler aux gens aussi de bien mettre la question dans le QR, parce que sinon, j'en tenais pas compte, je peux pas vraiment regarder les deux de manière intelligente et en plus écouter ce que Bruce dit. Et comme ça m'intéresse, je pourrais essayer de faire les deux, mais des fois, j'oublie d'écouter. Ça m'intéresse toujours les webinaires, mais des fois, je comprends mieux ce qui se passe, alors j'ai plus de questions moi-même. Parmi les questions, Bruce, qui ont été apportées, il y en avait aussi, encore une fois, bon, la question des lanceurs d'alerte, tu l'as un petit peu réglé, là, mais la question des réseaux sociaux et dans la manière dont on s'en sert, pourquoi on s'en sert, comme enseignant, est-ce qu'il y a des limitations à ça qui sont déjà prescrites par le code d'éthique? C'est une question, puis il y en a une autre que je t'amène tout de suite en même temps, c'est la différence entre un code de déontologie et un code d'éthique. Euh, Peut-être pourrais nous expliquer un peu mieux ça. La question a été posée en tout cas. Mais bon, il y avait une première question sur le réseau social, j'ai pas tout compris. Oui, ben, quelles sont les limites de ce que l'on peut faire comme enseignant sur les réseaux sociaux? Jusqu'où on peut aller? Est-ce qu'il y a des prescriptions là-dessus dans le code d'éthique ou bien c'est sous-entendu? Non, il y en a plusieurs dans le code. Dans la section sur le devoir de loyauté, donc il est précisé, hein, je suis presque certain de mémoire, oui, justement, que si on doit s'abstenir de critiquer son employeur en public, incluant sur les réseaux sociaux. Et aussi, et là, ça relève de plusieurs scandales reportés dans les médias ici et ailleurs, des enseignants qui médisent les parents, les élèves sur les réseaux sociaux. C'est une faute professionnelle évidente, là, mais c'est mentionné justement, explicitement dans le code. Je pense que sur la section de respect envers ses élèves, c'est dans la section sur le respect de la vie privée des élèves, je crois, de s'abstenir de faire des commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux. Il y avait une question sur
sur la différence entre code de déontologie, un code de conduite, un code de... Oui. Mais ben, il y a vraiment, à mon sens, très, très peu de différence. Il y a un code de conduite, code d'éthique, code de déontologie. Ce sont des termes très synonymes. Je dirais une distinction beaucoup plus importante, c'est entre, et là je l'ai pas mentionné cette distinction dans la présentation, entre des codes de déontologie, codes d'éthique de type régulateur ou déontologique et les codes d'éthique de type aspirationnel. Donc, la grande majorité des codes d'éthique, ce sont des codes d'éthique régulateurs ou de type déontologique. Donc, ça veut dire que le code dresse une liste de différentes longueurs d'obligations professionnelles qui sont censées, dans leur ensemble, constituer les attentes à l'égard de la conduite professionnelle des membres d'une profession. Plus rare, on trouve des codes qu'on peut caractériser d'aspirationnels qui sont axés sur les valeurs d'une profession. Donc, ils sont plus généraux, donc beaucoup moins spécifiques. Il n'y a pas de liste ou il n'y a pas de liste d'obligations. La liste d'obligations est très courte. Et donc, l'idée de présenter ces valeurs, c'est d'inspirer les membres, d'incarner ces valeurs dans leurs interactions avec le public desservi, avec les collègues de profession, etc. Si ça vous intéresse, un bon exemple, c'était aussi modifié plus récemment, jusque très récemment, l'Ordre professionnel des enseignants de l'Ontario n'avait qu'un seul code d'éthique de type aspirationnel. Donc, il y avait 4 valeurs. Il y avait comme bienveillance, justice, je me souviens un peu des autres. Il y avait quatre valeurs. Mais très récemment, on a ajouté, j'ai remarqué récemment qu'on a ajouté une sorte d'annexe à ce code-là qui pourrait être considéré comme étant un code de type régulateur ou déontologique, dans le sens où on dresse une liste plus détaillée des obligations précises qui définissent collectivement la conduite professionnelle attendue. Donc, parmi d'autres questions qui étaient posées, il y avait celle aussi de la. Tu as un peu répondu, mais je la pose quand même plus clairement. La question de la différence entre les conduites qui sont éthiques comme telles et puis les bonnes pratiques. Est-ce qu'il peut y avoir un glissement euh, vers une obligation d'adopter certaines bonnes pratiques dans ce code d'éthique-là, des pratiques d'enseignement, par exemple, pas juste celle de respecter la loyauté dans les réseaux sociaux ou bien de respecter d'autres règlements de ce genre-là. Est-ce qu'il y a un glissement vers ça qui peut se faire avec ce code d'éthique-là ou non? Un glissement envers quoi? L'obligation d'adopter Rendre certaines pratiques. obligatoire certaines dites bonnes pratiques en utilisant le code. Mais je dirais pas en lien avec la pédagogie. Mais il y a quand même, il faut admettre qu'il y a des bonnes pratiques aussi en lien avec l'éthique, hein, l'éthique professionnelle. Par exemple, bon, et c'est un peu banal de le dire, mais une bonne pratique qui, je crois, qui est mentionnée explicitement dans le nouveau code, c'est de ne pas faire des liens d'amitié avec ses élèves sur les réseaux sociaux, encore une fois, de s'éviter de faire des commentaires positifs ou négatifs sur ses élèves sur les réseaux sociaux. Donc, ce sont des bonnes pratiques en lien avec ces plateformes. Il y avait aussi à mentionner aussi ce que je considère comme étant des bonnes pratiques en termes d'échange d'informations privées et personnelles sur ces élèves. Donc, on sait que le commérage sur ces élèves et leurs familles est un phénomène très récurrent en enseignement, veut pas. Et là, dans le code, on présente des balises sur l'échange d'informations en stipulant que, grosso modo, qu'on doit s'abstenir de partager toute information sur ses élèves ou leur famille
sauf si c'est directement pertinent à une intervention éducative ou pédagogique, ou autrement dit, dans l'intérêt éducatif euh, des élèves. Donc, encore une fois, on pourrait considérer ça comme une bonne pratique que je Ouais. considère comme étant non seulement tout à fait acceptable, mais nécessaire aussi. Ouais. Mais disons, par exemple, si on disait, si on respecte le code d'éthique, on doit nécessairement suivre les préconisations de l'Institut national d'excellence en éducation qui dirait que selon telle méta-analyse, il faut enseigner de telle Non, manière le y a français. rien comme ça il y a rien comme D'accord. ça dans le code. Et donc, les libertés académiques sont-elles touchées de manière plus générale par le code? Enfin, négativement, je veux dire, de manière qui serait pas légitime. La liberté académique. Oui, ben, Euh, c'était une question qui était posée, mais j'imagine mhm, d'expression en classe, mais pas seulement ça, de choix de la part de l'enseignant de ce qu'il va faire ou non, selon ce qu'il mhm. considère être le mieux pour l'apprentissage des élèves. Oui, mais c'est ça, encore une fois, et là, c'est très typique d'un code d'éthique. Ok. Donc, un code d'éthique est concerné par le comportement ou la conduite éthique des enseignants, même si, bon, on ne peut pas faire abstraction totalement de l'éthique en parlant de la pédagogie. Euh, euh, on ne donne pas des détails concernant la pratique professionnelle en ce sens-là dans un code d'éthique, exactement comme dans un code d'éthique pour les avocats, les journalistes, les médecins. On donne pas on donne pas, le but d'un code d'éthique, ce n'est pas de préciser comment pratiquer selon son jugement professionnel, sur la base de ses connaissances professionnelles. C'est plutôt de baliser les relations entre le professionnel et les différents acteurs qu'il rencontre dans le cadre de son travail. Les aspects plus techniques de la profession sont plutôt généralement absents d'un code d'éthique. D'accord. Une autre question qui a été posée, est-ce que les syndicats ont pris position par rapport à ce code d'éthique-là de manière formelle, je veux dire? Pas à ma connaissance, peut-être, mais j'ai rien vu, j'ai pas cherché des réactions Mais moi-même, mais rien pas n'est à ma apparu connaissance. spontanément. Non, c'est OK, ça. d'accord. Encore une autre question, j'en ai quelques-unes, là. Je te les pose un peu en vrac, mais le code d'éthique peut-il être revu, pourrait-il être revu si, par exemple, un ordre professionnel était mis en place? Je suppose que comme ça appartient à l'État, Mhm, la réponse serait pas nécessairement, mais encore, je te pose la question parce que j'en suis pas mhm. sûr moi-même. Oui. Non, mais il faudrait absolument le revoir. Il faudrait absolument le revoir. Un code d'éthique de, produit par un ordre professionnel doit absolument être l'expression rédigée par les membres d'un ordre professionnel ou le représentatif. Ça serait totalement aberrant pour un code ou pour un ordre professionnel d'adopter comme ça un code d'éthique qui était rédigé par une instance gouvernementale. Ça va, comme je le dis, comme j'ai mentionné à la fin de la présentation, ça va totalement à l'encontre de la logique de base d'un ordre professionnel qui est une logique d'autonomie collective, n'est-ce pas? Ouais. Donc, c'est pas certain que ça se passerait, mais ce serait étonnant que ça ne se fasse pas du point de vue, en tout cas, des enseignants. Ce serait pas une bonne chose de ne pas changer de code. OK. Une autre question a été posée aussi par rapport à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a des choses qui sont dites dans le code ou qui donnent des balises par rapport à l'usage de l'intelligence artificielle à l'école? Non, non, Non. non. OK. OK. Une question de précision a été posée aussi. On parlait tantôt des influenceurs ou des influenceuses. Est-ce qu'une personne qui est enseignante peut aussi être influenceuse sur les réseaux sociaux ou bien c'est absolument, en toutes circonstances, incompatible avec le code de Mhm, conduite? mhm. Bah, on ne mentionne pas ce phénomène social dans le code explicitement, mais bon, on pourrait certainement, certaines des obligations mentionnées dans le code sont définitivement applicables, mais un exercice, ce serait un exercice d'interprétation, Mhm. d'abord de les identifier, ensuite les appliquer.
Mais bon, peut-être pour donner un exemple, mais bien sûr, mais l'influenceur social, c'est une très, très grande catégorie, n'est-ce pas? On s'entend, hein? Mhm. Mais bon, peu importe ce que un enseignant qui assume le rôle d'influenceur social fait, donc il faudrait, hein, pour respecter le code, s'abstenir de critiquer son employeur, par exemple, s'abstenir de faire des commentaires irrespectueux envers ses élèves ou ses parents ou ses collègues. Euh, ça relève un peu du bon sens. Ouais. Donc, si on applique le code, on peut être influenceur, influenceuse, mais il faut évidemment donc respecter l'esprit du code lui-même par ailleurs et tout ce qui a été dit. Mhm. Ben, un autre enjeu qui pourrait être soulevé, c'est l'enjeu des liens que ça peut créer avec ses élèves. Si on est, par exemple, suivi par des élèves de sa classe, par exemple, mais c'est ça. Mhm. Ouais, d'accord. Mais dans la mesure, ben, si, par exemple, on interagit avec ceux qui suivent un influenceur, mais c'est ça. Donc, Ouais. c'est probablement proscrit, oui. Et j'imagine que s'il y a des comportements qui sont jugés amenant une image dégradante de la profession, c'est aussi proscrit, c'est aussi interdit. Si on met dans ces fils sociaux, dans ces réseaux, des images de soi en train de faire la fête de manière qui serait mal vue d'après certaines personnes. Et là, est-ce que ça a une influence sur la OK, vie? je comprends maintenant. Là, ben, OK, mais c'est ça. Donc, ça, j'ai mentionné cette problématique-là en faisant référence à l'une des sections où, et c'est aussi, il y a dans la loi sur l'instruction publique un article très similaire où on peut lire que l'enseignant est obligé d'éviter tout comportement qui déshonorerait la profession. Exemple tellement clair de langage Oui. flou. Ici, dans le code, on parle de comportement inapproprié selon son rôle. Donc, pour ça, les lignes directrices sont extrêmement, dans ce cas-là, manque de clarté. Mhm. Manque de clarté. J'imagine, par Il y contre, a que quand ça ne même, passerait oui. pas la rampe devant un juge, là, j'espère. En tout cas, que si un prof était réprimandé pour ça, il y aurait des. Enfin, le code n'a pas force de loi par ailleurs contre d'autres lois ou contre les lois constitutionnelles qu'on pourrait avoir. Mhm, mhm. C'est ça, mais il y a une jurisprudence sur ça. Là, je vois que le temps file, là, mais Oui. normalement, ok, le règle de base, ok, donc, en ce qui concerne le comportement de l'enseignant à l'extérieur du cadre de son travail, c'est que un comportement qui est remis en question est sanctionnable dans la mesure où un lien rationnel ou raisonnable peut être fait entre ce comportement et la capacité de l'enseignant de rencontrer ses obligations professionnelles. Et là, j'ai écrit tout un article là-dessus, basé sur l'affaire Shewan, hein, dans les années 90, sur le cas des enseignants artistes, qui était d'ailleurs publié dans une revue formidable, Formation et Profession, pour ceux qui sont intéressés d'aller plus loin dans ce questionnement. Oui, j'invite d'ailleurs tout le monde, puisqu'on est rendu, comme tu l'as dit, à la fin du temps qui nous était imparti, j'invite tout le monde à lire les articles que tu as écrits. Il y en a plusieurs. Puis je dis aussi que donc qu'on va pouvoir écouter cette conférence-là si on le veut plus tard. C'était très Mhm. riche. La preuve, c'était le nombre de questions qui ont été posées et que je n'ai pas pu te poser parce qu'on a manqué de temps, mais c'était normal. C'était chacune de celles qui a été posées, amener des réponses qui auraient pu être encore plus longues si on avait eu plus de temps. Donc, merci Et beaucoup. Oui. oui, merci. Je voulais juste mentionner que j'ai bien de partir. En fait, je, j'étais interviewé par un podcast intitulé Première classe qui était sorti très récemment. J'ai mis le lien dans le chat. Et là, dans cette entrevue, on parle de nouveaux codes et d'autres enjeux liés à l'éthique enseignante. Voilà. Parfait. On le mettra peut-être aussi dans le site du CRIFPE pour que les gens puissent le OK. voir. Pour terminer, avant de dire au revoir, je vais dire aussi aux gens qu'il y a d'autres webinaires qui vont venir, bien sûr. Il y en a un, entre autres, c'est une question qui est annexe, mais pas tellement loin. C'est Marie Spodvin qui va l'animer. C'est un webinaire du CRIFPE UQ sur la liberté d'expression.
et des questions attenantes à cela. Et il y a aussi Jean-Charles Butier bientôt sur l'histoire, le temps, etc. Ça, c'est moins en lien directement avec le code d'éthique, mais c'est un webinaire qui s'en vient. Il y en aura plusieurs autres fort intéressants tout au long de l'année. Merci, Rose, d'avoir contribué à ce webinaire Ça me et fait de nous avoir plaisir. stimulés ainsi. Merci à tous. Alors, bonne journée et puis à la prochaine. Au revoir.